Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce numéro de Label Éco. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'activité économique tournant autour de l'aide aux personnes à mobilité réduite. Nous recevrons dans quelques instants Stéphanie Herman, administratrice déléguée de l'ANLH, l'Association nationale du logement des personnes handicapées. Mais avant cela, je vous propose le premier de nos 3 reportages consacrés à cette thématique. Il nous emmène à la découverte de la société Créteur Orthopédie. Si ça fait un siècle qu'elle existe, elle n'est présente à Tournai que depuis une dizaine d'années. Depuis son origine, elle a progressivement développé ses activités dans l'orthopédie sur mesure et les prothèses, tout en étant constamment tournée vers la technologie et l'avenir. La société Créteur Orthopédie, c'est avant tout une affaire familiale. Fondée en 1900 par le pharmacien Raoul Créteur, nous en sommes aujourd'hui à la 4e génération. En 2000, c'est Marc, l'arrière-petit-fils, qui a pris le flambeau dans un domaine qui a beaucoup évolué ces dernières années. Quand j'ai commencé, on pouvait tout faire. On pouvait aussi bien passer le matin d'une prothèse, l'après-midi un corset pour une scoliose, le soir une chaussure orthopédique. Tandis que maintenant, on est vraiment dans l'hyper-spécialisation. C'est vraiment, pour être dans le domaine de la prothèse, il faut savoir que ce sont des formations continues. Donc pour être vraiment à la pointe et vraiment tenir compte des spécificités de l'évolution des marchés, il faut vraiment être pointu et vraiment être spécialisé dans ce domaine. Initialement dans la bandagisterie, l'entreprise s'est ouverte au secteur de la prothèse, de la chaussure orthopédique et surtout de l'orthopédie sur mesure. Pour répondre à des demandes aussi variées, Marc Créteur a eu la lucidité de bien s'entourer. Depuis qu'il est à la tête de la société, les effectifs ont doublé, portant le nombre à 47 employés. Je dis qu'un bon chef, c'est quelqu'un qui s'entoure bien. Je pense que je suis un bon chef parce que j'ai vraiment des piliers solides dans la société avec deux prothésistes, vraiment 2 orthésistes, 3 chausseurs, 2 personnes qui travaillent dans la mobilité, des gens qui ne font que de la semelle orthopédique, des gens qui font de la consultation comme au sein de notre magasin pour recevoir des patients. Donc, l'organisation, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'appuyer sur des piliers et avoir des techniciens, des ouvriers qualifiés dans le domaine. Ces techniciens sont répartis sur 4 points de vente et de conseil, situés à Mons, Tournai, Ornu et Frameries. Ce dernier est aussi un lieu de production dans lequel les technologies de pointe sont utilisées pour des appareillages orthopédiques toujours plus sûrs et adaptés, dans un secteur qui reste avant tout artisanal. Et là, on a fait un atelier vraiment hyper professionnel avec des spécificités au niveau fabrication. Par exemple, une injection doit se faire dans un endroit bien approprié. Un thermoformage doit se faire dans un autre endroit. Tout ce qui est machinerie doit se faire dans un endroit encore haut. Et avec la possibilité d'apport de nouvelles machines, de nouvelles façons de faire en fait. En dehors de ces points fixes, les équipes de techniciens sont très mobiles, notamment en matière d'accompagnement et d'aide à la mobilité. Elles assurent un suivi régulier de leurs patients et vérifient que tout est mis en place correctement, au-delà même de l'appareillage corporel. Généralement, ça se fait au domicile, comme ça nous avons l'occasion de voir et de mesurer les dimensions des portes, voir aussi au niveau de l'accès de la maison, pour voir si tout est correct et conforme, justement pour garder cette autonomie pour le patient. Et au cas où, alors proposer l'une ou l'autre alternative pour savoir, accéder à la maison avec la chaise roulante et que le patient puisse aller dans toutes les pièces facilement, avec l'aide à la mobilité. Donc on assure aussi le suivi au niveau des entretiens et réparations au niveau des demandes du patient. Particularité sympathique, ces demandes peuvent aussi se porter sur le design de l'appareillage ou de la prothèse. Une sublimation est alors faite sur le plastique de manière à faire apparaître les motifs désirés par le patient. C'est une vision de ne pas subir son handicap, mais de se l'approprier. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que chaque patient est unique et on se doit d'apporter une réponse unique, personnalisée et surtout humaine pour l'handicap que la personne rencontre. Les atouts de Créteur Orthopédie, ce sont donc le savoir-faire et l'expérience d'une équipe de techniciens qui souhaitent accompagner leurs patients le plus loin possible.
Stéphanie Hermant, bonjour. Alors je l'ai dit, vous êtes administratrice déléguée de l'ANLH. Alors première chose, qu'est-ce que c'est que cette association? En fait, l'ANLH, c'est l'Association nationale pour le logement des personnes handicapées. Nous avons deux départements au sein de l'ANLH. Un premier qui est dédié au logement et où on aide les personnes handicapées à pouvoir aménager leur domicile pour qu'elles puissent y vivre de façon autonome. Et donc on a des ergothérapeutes qui vont au domicile. Et nous avons un deuxième département qui est accessibilité, où là on aide plutôt les communes, les pouvoirs locaux et les architectes à concevoir des projets accessibles pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir circuler et utiliser tous les bâtiments en toute autonomie. Et donc on aide également les gestionnaires d'infrastructures pour leur conseiller les bons aménagements et être sûr que ça puisse convenir à toutes les personnes handicapées. Parce que de manière tout à fait claire, les personnes valides n'ont pas vraiment toujours conscience de la difficulté que peuvent représenter des petites choses du quotidien. Est-ce qu'il y a en termes d'aménagement, de matériel, de solutions pratiques, des progrès qui ont été faits? Est-ce qu'on peut trouver des solutions quasiment pour tout maintenant? Oui, je pense que maintenant il y a des solutions pour tout et parfois pas aussi onéreuses que l'on peut le penser. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être bien conseillé parce qu'on se rend compte sur le terrain que parfois on a tendance à toujours conseiller les mêmes aides techniques du passé qui ne sont pas forcément à la pointe, alors que si on fait appel à un service conseil, on peut justement faire l'installation de nouvelles techniques qui permettent une meilleure autonomie. Je pense par exemple à tout ce qui est la domotique qui simplifie fortement la vie des personnes handicapées et qui peuvent être la bonne solution. Alors j'imagine aussi que parfois, peut-être pour les personnes qui sont concernées, c'est parfois un peu difficile de savoir vers qui se tourner. C'est un service que vous proposez également, des bases de données? Oui, donc à l'ANLH, nous avons 3 grandes banques de données. Une première sur les aides techniques qui permet aux personnes handicapées de découvrir les aides techniques, les avantages, les inconvénients et surtout savoir chez qui elles peuvent aller acheter l'aide technique puisque souvent c'est la question. Nous avons également une deuxième banque de données qui est accessity.be qui là décrit l'accessibilité des bâtiments et pour permettre à une personne handicapée de se dire tiens j'ai envie d'aller au cinéma, dans quel cinéma puis-je aller? Et donc l'avantage d'Accessity c'est que ça permet à la personne de donner son profil, de dire exactement ses difficultés et on va pouvoir lui dire si elle peut rentrer dans le bâtiment. Et nous avons une troisième banque de données puisque c'est une chaîne en fait, c'est les Access Services qui là parle de tous les services qui peuvent venir au domicile de la personne handicapée pour l'aider au quotidien, pour se laver, faire à manger, faire son ménage, toutes ces choses pratiques qui lui permettent de rester chez elle. Alors des choses pratiques justement pour la personne à mobilité réduite, le passage par la salle de bain, eh bien c'est souvent synonyme de contrainte plus que de plaisir. Pour augmenter leur autonomie, la jeune société moucronoise Excel Shower a imaginé une douche adaptée à chaque utilisation. Jacques Chel et Maxime Soyer vous la font découvrir. C'est le fruit d'1 an et demi de réflexion et de développement. Cette douche dotée d'un système innovant de cabines rotatives a pour but de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. En allant chez les clients, bien souvent, on se rendait compte que les gens, pourquoi acheter une douche ou quoi? Parce que de un, la personne devenant un peu âgée avait de plus en plus de difficultés de rentrer dans la baignoire, enjamber, ressortir, tout. On prenait l'option la douche, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Et donc on s'est dit un peu à la fois, mais pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen pour que les personnes aient beaucoup plus facile? Et c'est un peu comme ça que l'idée est venue. Il y avait longtemps qu'elle cogitait en disant mais que peut-on faire? Il fallait simplement trouver le bon système. Aujourd'hui, ce système est prêt à être commercialisé, mais avant d'arriver au produit final, l'idée a fait son chemin et a évolué. On avait eu un test de faire avec un panneau coulissant, plutôt avec un siège sur le panneau qui rentrait dans la douche, avec une porte qui se refermait sur le côté. Quelques désavantages, c'est qu'il fallait quand même une salle de bain qui est quand même déjà une certaine superficie pour pouvoir le mettre dedans, ce qui n'était pas évident toujours. Et en plus avec le poids devait être tenu à hauteur, donc au-dessus du fait que si c'est un panneau qui coulisse, le poids tire vers l'avant, ce qui n'était pas non plus facile à trouver dans toutes les maisons, parce qu'il fallait vraiment quelque chose de bien accroché. Il fallait trouver un autre système. Pourquoi le siège doit monter et descendre? Parce que les personnes, en faisant descendre le siège, si elles ont les pieds à terre directement, elles n'ont que très peu d'efforts à faire pour se redresser. Par contre, si vous êtes plus haut, que vous devez déjà vous sauter en bas, ça ne va pas aller. Donc il y a plein de petits détails, de petits trucs qu'il fallait, et c'est pour ça que ça a pris 1 an et demi avant que maintenant, le modèle définitif, maintenant va commencer en post-production. À l'heure actuelle, il existe 3 tailles différentes. L'objectif, être compatible avec un maximum de salles de bain. On est vraiment dans une douche qui fait seulement 80 de large. Alors qu'une douche normale, pour bien être à l'aise, il faut qu'elle fasse 90. Pourquoi? Parce que en fait, la tour
une fois qu'elle ressort à l'extérieur, toute sa superficie revient s'ajouter à la largeur de la douche. Donc on arrive à avoir vraiment une douche où on est vraiment à l'aise, alors qu'à l'extérieur, une fois rentrée, elle ne fait que 80 de large. Et suivant certaines salles de bain, on en fait même une version courte, donc c'est-à-dire 80 sur 80, avec une porte alors en 2 sections qui sera à l'extérieur si une personne doit pouvoir aider le PMR ou la personne un peu plus âgée à se laver ou quoi que ce soit. Après avoir été primée dans des salons en Allemagne et en Espagne, la société moucronoise vise avec cette douche un public assez large. C'est d'abord et avant tout pour la personne, la PMR, la personne de mobilité réduite. Maintenant, il est évident que la personne qui maintenant arrive à un âge, disons, aux alentours de 70 ans, se dit, écoutez, je ne sais plus rentrer dans ma baignoire, il faut que je me fasse une douche, mais j'ai peur, une douche à l'italienne, si j'ai pas quelque chose pour me tenir, j'ai peur de glisser, j'ai peur... Alors si c'est pour faire des frais de refaire une douche, autant faire une douche où je suis à l'aise et où je peux moi-même, j'ai besoin de personne à la limite, je reste vraiment seul à savoir rentrer dans ma douche, j'ai besoin de personne, et si c'est pour faire des frais, autant le faire et d'avoir ce genre de douche. Pour installer une telle douche, comptez en moyenne 6 300 €. Alors 2 choses peut-être sorties de ce reportage. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que les choses évoluaient. C'est vrai que c'est un domaine où il y a de l'innovation, où finalement il y a des aides de plus en plus pointues, de plus en plus précieuses. Oui, c'est un domaine où il y a de l'innovation. On constate l'automatisation. D'ailleurs, dans le reportage que l'on vient de voir, c'est vraiment la domotique qui est la clé de la solution et qui permet de donner une bonne solution aux personnes handicapées. Maintenant, les espaces et les besoins des personnes restent quand même les mêmes. Et donc, parfois, ce sont aussi des aides techniques simples qui restent aussi la bonne réponse aux besoins. Alors, on a évoqué un prix, vous le disiez, c'est parfois un frein. Il faut savoir pourtant que dans certains cas, dans de nombreux cas, on peut bénéficier de subsides. Et pour ça aussi, vous pouvez apporter du conseil. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de notre service conseil à domicile, les ergothérapeutes qui vont au domicile aident à introduire le dossier auprès de la VIC, qui est l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et qui peut attribuer une aide financière pour l'aménagement du domicile pour permettre à la personne de rester chez elle. Alors, nous l'avons évoqué, sortir de son bain, nouer ses lacets ou même ouvrir une boîte de conserve, ce sont des gestes qui peuvent nous sembler à nous tout à fait anodins, mais qui peuvent se révéler à l'inverse compliqués lorsque la mobilité fait défaut. Il existe du matériel, on en a déjà parlé, du matériel adapté pour faire face à ces situations. Encore faut-il pouvoir le trouver. Nous en avons déniché chez Alphamed à Marquin. Installé dans le zoning de Tournai Ouest, Alphamed a délaissé l'agitation du centre-ville il y a quelques années. Ne vous fiez pas à son look sobre et discret, il s'agit de l'un des rares magasins spécialisés de la région. En tout cas pour l'instant, effectivement, nous ne sommes plus que 2 sur un rayon, je dirais, d'une 30-35 km à peu près. Donc on vend des produits destinés aux particuliers et aux professionnels. Ça peut être des aides de la vie de tous les jours, la salle de bain, pour la chambre, des produits pour les personnes à mobilité réduite, voiturettes, rollators, cannes, béquilles. On a vraiment un panel de 15 000 articles, donc c'est vraiment super étendu. On vend également du matériel de confort. On n'a pas que des gens malades ou à mobilité réduite qui viennent nous voir. On peut avoir des gens qui ont juste envie d'avoir un bon coussin pour regarder la télé, ça peut être ça aussi, ou d'être bien installé dans sa voiture. Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve même une panoplie d'objets improbables pour solutionner des problèmes du quotidien auxquels on ne pense pas forcément. Effectivement, on ne les trouvera pas au Carrefour non plus. Ce sont toutes des petites aides pour la maison, beaucoup d'aides pour tout ce qui est le repas ou la préparation du repas. Des ouvre-bocaux, des ouvre-bouteilles, des couverts adaptés, des assiettes adaptées. Des gens qui ne savent plus boutonner un vêtement, ça existe, des aides pour boutonner un vêtement, des lacets pour ne plus devoir les faire, qui sont préformés et qu'il n'y a plus qu'à installer. Ce sont vraiment des articles très techniques et qu'on ne retrouve que dans des magasins comme chez nous. On ne le trouvera jamais dans une grande surface ou même en pharmacie. Ce genre d'article-là, on ne le trouvera pas. Et ce magasin hors norme n'a pas encore fini de nous surprendre. Donc voilà, nous montons à l'étage, nous avons une grande salle de réunion qui sert aussi à nos formations. Alphamed organise régulièrement des formations aux premiers secours et durant la semaine de carnaval, ce sont les plus jeunes qui s'y collent. L'idée même de l'atelier en partenariat avec Alphamed ici sur Marquin, c'était de pouvoir développer ça chez des enfants. C'est facile, ça reste ludique. Je présente les scénettes sous forme de jeu et puis ce qui est sous forme de jeu est souvent bien retenu par les enfants.
La formule rencontre un grand succès tant chez les jeunes que chez les adultes et les deux partenaires imaginent déjà une formation adaptée aux personnes à mobilité réduite. L'adaptation des techniques peut se faire très facilement pour des personnes à mobilité réduite. L'idée n'étant pas de restreindre, il n'y a aucune restriction là-dedans d'ailleurs, de restreindre des techniques à des gens qui n'ont pas toutes les capacités physiques. L'adaptation, c'est en fait du bon sens et effectivement c'est tout à fait concevable. L'idée, c'est aussi de battre en brèche les clichés associés aux personnes à mobilité réduite qui sont tout aussi capables d'un jour nous sauver la vie. On l'a vu, des solutions existent pour adapter des bâtiments qui au départ n'étaient pas prévus pour cela. Mais il y a quand même quelque chose que vous déplorez, c'est le fait que dans certaines constructions neuves, on ne pense pas aux personnes à mobilité réduite. C'est aussi une des actions, un des combats que vous menez au quotidien? Oui, c'est exactement ce que l'on fait dans notre département accessibilité. C'est vraiment conscientiser les communes, les pouvoirs locaux et les architectes au fait que l'accessibilité ne s'improvise pas. On doit vraiment penser à l'accessibilité dès le premier coup de crayon sur un plan. Parce que quand on peut changer sur un plan, il est possible de tout faire. Si le bâtiment est déjà construit, c'est beaucoup plus compliqué de venir mettre en place les aménagements pour les personnes handicapées. Après coup, ça coûte plus cher et c'est plus compliqué. Et donc, ce que l'on souhaite vraiment, c'est que toute personne qui construit un bâtiment et qui sera destiné à recevoir du public pense accessibilité dès le départ et se fasse accompagner par des professionnels du secteur pour être dans les bonnes normes et ne pas penser bien faire alors que finalement, ils sont avec des mesures insuffisantes qui permettront l'accessibilité. En sachant évidemment que si on intègre cette donnée dès le début, ça n'entraîne pas des surcoûts exorbitants, ce qui n'est pas le cas si on a mal travaillé au départ. Oui, c'est ça, parce que si on travaille mal et qu'on fait son entrée avec des marches, par exemple, il faudra d'office prévoir soit un élévateur, soit une rampe, alors que construire son bâtiment dès le départ de plein pied est beaucoup plus facile et au moins on est sûr que l'absence de marche ne causera pas d'autres problèmes. La même chose pour les largeurs de porte, il est toujours dommage de devoir redémonter ce qui vient d'être monté et puis esthétiquement, ça laisse aussi des traces quand on le fait après coup, alors que le penser dès le départ permet parfois aussi une créativité de la part des architectes et l'accessibilité peut presque être un objet de décoration. Je pense dans certains musées ou bâtiments où l'ascenseur est dans des cages vitrées très très jolies, très harmonieuses et où là c'est un plus pour le bâtiment et pas une moins-value parce qu'on a essayé de réparer une erreur commise dès le départ. Alors vous le disiez tout à l'heure en préparant l'émission, il y a du chemin qui a déjà été fait, il en reste à faire. Vous me disiez que par exemple, on en arrive parfois encore à des situations où il y a une entrée classique pour les personnes valides et pour les personnes moins valides, une autre entrée, ce qui psychologiquement, il faut le dire, est vraiment calamiteux. Oui, nous à l'ANLH, on est vraiment pour l'équité et donc l'on pense que les personnes handicapées doivent pouvoir entrer par la même entrée que tout le monde, utiliser les mêmes circulations et tous les mêmes services que les personnes valides et il n'est pas normal qu'aujourd'hui des architectes prennent encore la décision d'opter pour une entrée sur le côté plutôt que la belle entrée majestueuse devant le bâtiment pour éviter de devoir mettre une rampe d'accès. Je pense que ça c'est vraiment une philosophie de la société qui doit changer. Les personnes handicapées sont des citoyens comme tout le monde et doivent pouvoir utiliser les mêmes entrées que tout le monde. Alors dernière petite chose, on l'a déjà évoqué, vous avez des bases de données, ça veut dire que concrètement les gens ne doivent pas hésiter s'ils ont besoin de produits à y aller. À l'inverse, des gens qui peut-être travaillent, proposent des choses mais ne sont pas répertoriés chez vous, ont tout intérêt à le faire? Tout à fait. Nous, on invite toute personne, même des artisans locaux qui ont déjà fait des rampes en bois et qui pensent faire du bon travail, prendre contact avec nous, nous envoyer les photos du matériel qu'ils font et on peut alors faire une fiche descriptive de leur service pour pouvoir le faire connaître auprès d'un maximum de personnes. Stéphanie Herman, un grand merci en tout cas d'être passée sur notre plateau. C'est ici que se termine ce numéro de La Belle Éco. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Au revoir.